Merci beaucoup d'être là avec nous cet après-midi pour ce moment privilégié avec Maxime Le Forestier. Alors on va faire comme s'il n'était pas là. Je vais vous dire que c'est un chanteur que j'admire beaucoup depuis que j'ai à peu près 14-15 ans et qu'il est pour moi un des plus talentueux et d'un plus généreux de la scène française, mais il n'a rien entendu. C'était juste pour vous vous sachiez ce qu'était représenté pour moi Maxime Le Forestier. Alors Maxime, nous sommes à Brive, Brive-la-Gaillarde. Et évidemment, la figure de Georges Brassens s'imposait à nous tous, d'autant que le 22 octobre dernier, ton ami Georges aurait eu 100 ans et qui nous a quittés il y a 60 ans. Et donc voilà, Il y a 40 ans. 40 ans, pardon, à l'âge de 60 ans. Merci pour l'arithmétique. Hein. Tu es un homme de lettres. C'est ça, voilà. Les chiffres, ça a toujours été compliqué. Et c'était important pour nous aujourd'hui de célébrer à la fois sa mémoire, mais j'allais dire sa vivacité toujours. Et à travers ce livre que tu as publié il y a quelques mois maintenant, Oui. chez nos amis de Stock, de Sylvie Delassus, qui doit être par ici, Brassens et moi. Et dans ce livre très personnel, très, très touchant, eh bien, on découvre un jeune Maxime qui va découvrir Brassens, j'allais dire quasiment par hasard, au moment d'une sorte de rupture avec la musique classique, avec le violon et tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça s'est passé? J'avais 14 ans. J'avais jusque-là fait que de la musique classique et du chant choral religieux. Mes deux sœurs étaient au conservatoire et menaient une vie de chien parce que le conservatoire de Paris, c'est quand même 6 heures d'instruments par jour. C'est ça. Et comme tu dis, elle ne faisait pas de musique, elle travaillait l'instrument. Travaillait l'instrument, oui. Voilà. C'était vraiment de la compétition. Et mes parents étaient en plein divorce, tout changeait dans ma vie et j'ai décidé de m'acheter une guitare qui était un instrument dont on ne prononçait pas le nom à la maison, puisqu'il n'y avait pas encore de cours de guitare classique au Conservatoire de Paris. C'était avant 68. Et donc je suis allé chez Paul Becher, place de la Bastille, enfin boulevard Beaumarchais, auprès de la place de la Bastille, pour m'acheter une guitare. J'y suis allé tout seul. J'ai donc acheté une guitare extrêmement médiocre. Mais j'étais pas capable de l'essayer, hein, je ne savais pas jouer. J'avais une main gauche qui avait été formée par le violon, mais je n'avais pas de main droite. Et puis en sortant avec ma guitare, je me suis dit, il faut jouer quelque chose. Donc je suis rentré dans le magasin de partitions qui était à côté, et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez comme littérature pour guitare et voix? Peut-être que le mot littérature a tilté dans la tête du marchand. Et il m'a vendu 4 chansons de Brassens et la Mamma d'Aznavour et le tableau d'accords de Léo Laurent pour savoir où mettre ses doigts quand il y a marqué sol majeur. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert Brassens en rentrant chez moi, que j'ai commencé à jouer le parapluie. Mais j'avais du mal, hein, ça a mis du temps. Et puis petit à petit, mais je ne savais pas que Brassens chantait. Tu pensais qu'il ne faisait qu'écrire? Oui, enfin, je ne savais pas s'il est encore vivant ou quoi. C'est extraordinaire. Et j'ai été... Enfin, c'est un résumé un peu rapide, mais dans la même semaine, j'ai découvert la chanson, la guitare et Brassens. Et Brassens. C'était quand même de très grandes découvertes qui ont c'était marqué une belle ta vie. semaine. Ouais. C'était une belle semaine. Et alors, ce que tu découvres aussi quand tu vas commencer à déchiffrer les partitions de Brassens, c'est que sous couvert d'une apparente simplicité, c'est compliqué de jouer du Brassens, c'est de déchiffrer et de jouer ces partitions, et notamment avec le mi bémol dont tu nous parleras. Oui, j'avais jamais entendu Brassens, donc j'avais pas dans l'esprit l'idée que c'était toujours pareil. Pour moi, je le lisais et c'était extrêmement riche. Donc c'est après que quand j'entendais les gens dire mais Brassens c'est toujours pareil, je me disais mais ils ont des oreilles en bois ou quoi? C'est après que j'ai compris que c'était parce que c'était toujours la même instrumentation, que les gens s'attachaient plus au timbre qu'à ce que jouaient les instruments. Mais après, moi, je me souviens d'avoir fait avec
avec Manu Dibango, une écoute de l'intégrale de Trenet, parce qu'on avait dans l'idée une émission de télévision où Manu Dibango réorchestrerait Trenet. Les 3/4 des chansons de Trenet sont sur la même suite harmonique, quand même. Oui. Mais comme il avait des musiciens de génie, il avait Henri Crolla, il avait Hubert Rostin, avec 4 accords, ils te font une symphonie facile. Oui. Brassens, il avait que sa guitare. Voilà. Et la contrebasse de Pierre Nicolas, qui jouait à l'octave ce que jouait son pouce. C'est ça. Donc c'était extrêmement minimaliste. Oui. Alors, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Et ce que j'appelle quelquefois les détails vrais, des choses qui ne peuvent pas tromper. Il faut avoir entendu ou vu pour pouvoir écrire ce que tu as écrit. Et notamment sur les chansons de Brassens, tu dis qu'en fait, il les composait au piano, il les transférait ou il les traduisait sur la guitare, ce qui a ajouté probablement une difficulté supplémentaire. Non, moi je fais pareil. D'accord. Oui, je fais pareil. C'est-à-dire que si tu composes à la guitare, il y a des automatismes. C'est toujours les mêmes ornières que tu laboures. Alors que sur le piano, d'abord, tu as plus de doigts, tu as plus de notes. Et même aujourd'hui, je pense dans ma tête et je programme. Et après, je transpose. La musique, tu la programmes. Oui. Bon. Oui, je regrette que Brassens soit mort avant l'arrivée des programmes informatiques de composition. Oui, parce que alors ça, c'est aussi une chose qu'on découvre, en tout cas qu'on approfondit en te lisant, c'est que ça va nous amener à sa première rencontre avec Brassens et chez Brassens, avant qu'il te demande de faire cette première, cette ouverture à Bobino, c'est qu'il était féru de technologie, ça l'intéressait, les nouvelles technologies. Absolument, oui. Il avait donc ce système qui, je pense, n'a pas duré longtemps. Il avait une bibliothèque dans son bureau, un magnétophone, je pense que c'était un Revox, qui mettait vertical. Et alors, il passait une bande et il voulait en fait avoir 2 minutes et demie de bande sans fin. Donc il avait mis des relais partout sur sa bibliothèque et il jouait et il gardait les 2 minutes qui l'intéressaient, les 2 dernières minutes. Ça, c'était un aspect. Il y avait aussi un truc qui était drôle, c'est qu'il écoutait les radiotéléphones. Ah oui ? Ouais. Oui, parce que c'était chez Philips, la maison de disques, c'était une vache sacrée, Brassens. Oui. Il avait une presse qui était uniquement consacrée à presser ses disques. Donc le patron de Philips, il avait besoin d'un technicien, il lui envoyait immédiatement. Et un des techniciens de Philips lui avait installé un système qui lui permettait d'écouter les radiotéléphones qui passaient devant chez lui. Parce qu'après, ça se perdait. Non, il était très drôle là-dessus. Alors, 1972, c'est pour toi le premier disque enregistré, premier succès, et tu apprends un jour, enfin c'est lui qui va te demander, qui va t'appeler pour faire cette ouverture de Bobino, c'est le directeur de Bobino? Non, c'est le directeur de Bobino qui avait appelé mon impresario, comme on appelait les agents à l'époque. Oui. Et voilà, j'étais engagé pour 4 chansons. Longtemps, j'ai cru que Brassens y était pour rien, qui déléguait le choix de la première partie, sauf les copains qui voulaient placer, les Louki, les gens comme ça. Et puis, il n'y a pas longtemps, un éditeur qui s'appelle Gérard Davoust, tu vois qui c'est? Oui. C'est l'éditeur qui gère maintenant les éditions de Trenet, tout ça, et qui était à l'époque le patron de Philips, de la maison de disques, m'a dit non, c'est pas vrai, il écoutait tout. Voilà. Et il a ajouté, en plus, il m'a un jour gentiment engueulé parce que j'avais supprimé Sheila de son service de presse. Oui, on n'aurait pas imaginé. Hein. Oui, il écoutait tout ce qui sortait chez Philips. C'est ça, donc ce que tu veux dire que lorsque Philips, la proposition t'est faite, il t'a déjà entendu. Il m'avait déjà entendu. Oui. Comment se passe la première rencontre avec cet homme dont tu joues les chansons? Et il y a une phrase très forte dans le livre, je cite de mémoire, quand tu dis, quand tu serres la main à Brassens, tu sais déjà toutes les chansons
qu'il a enregistré. Il avait publié à qu'il avait l'époque, publié. oui, bien sûr. Ça a été extrêmement bref. C'était le lundi, parce que la première était le mardi, que le lundi est traditionnellement un jour de relâche dans les théâtres. Et on venait tous pour faire les essais de son. Donc, j'ai eu le plaisir d'entendre Brassens chanter, je ne me rappelle plus quoi, mais ça, moi j'ai chanté aussi de mon côté. Il a été très aimable avec tout le monde. Il a dit bonjour à toute la première partie, puisque c'était une première partie pléthorique. Hein. On était 7 ou 8. Il y avait aussi des numéros visuels, il y avait toutes sortes de choses. Et voilà, mais j'ai pas eu dirais-je, l'audace de me faire connaître, quoi. Oui, mais alors, voilà, tu n'as pas cette audace, mais enfin, tu vas en avoir une folle qui va te faire traiter de petit con. Oui. Hein, je mets les guillemets. Hein. Oui. C'est le jour où, voyant que Brassens transpire beaucoup et use ses cordes et fait rouiller les cordes de sa guitare, tu vas lui faire une proposition. Oui, il échangeait tous les jours. Tous les jours, il arrivait à 18h, alors qu'il entrait en scène un petit peu avant 23h. Et il changeait ses cordes tous les jours. Et alors bon, j'avais compris que les cordes rouillaient et que quand une corde rouille, elle perd ses aigus, donc la brillance. Moi, j'avais un peu voyagé, donc j'avais repéré aux États-Unis une marque de cordes qui rouillait moins vite, mais qui surtout se stabilisait plus vite. Parce que les Argentines qui l'utilisaient, elles mettaient en gros 3 jours à tenir l'accord. Ce qui fait que Brassens se désaccordait tout le temps. Comme il n'y avait pas d'accordeur électronique à l'époque, il se réaccordait en montant. Donc il terminait un petit demi-ton au-dessus du diapason. Pierre Nicolas s'adaptait, évidemment. Et moi qui avais un peu d'oreille, ça me choquait. Donc je m'étais dit, s'il pouvait avoir des cordes qui tiennent l'accord tout de suite, on gagnerait quand même en justesse. C'est ça. Voilà. Et voilà ce que tu es allé gentiment dire. Je suis allé gentiment, au bout d'une grosse semaine, je suis allé lui porter mon paquet d'Angelico. Petit con, c'est pas toi qui vas m'apprendre mon métier, tout ça. Mais bon... C'était affectueux. Oui, enfin, celui qui s'est jamais fait traiter de con par Brassens ne l'a jamais rencontré, Voilà. excepté Gibraltar, son secrétaire. J'ai jamais entendu dire ce con de Gibraltar. Et les femmes. Oui. Je l'ai jamais entendu traiter une femme de conne. Oui, alors ça, ce que tu dis est très intéressant parce que effectivement, certains disent oui, Brassens était misogyne, son répertoire pouvait l'être. Non, c'est pas du tout ce que tu as perçu de lui à la fois dans les contacts et dans ce que tu entendais de lui. Bah, je sais pas, il suffit d'avoir écouté Saturne, d'avoir écouté l'Annoncement en mariage. D'avoir écouté Pénélope. Il y a des chansons sur les femmes qui sont magnifiques. Alors bon, de temps en temps, il y a, si seulement elle était jolie, je dirais tout n'est pas perdu, elle est folle, c'est entendu, mais c'est une beauté, etc. Puis après, il finit par ne pas vouloir mourir, hélas. Mais je me souviens d'une chanson qui s'appelle 95%. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant, qu'elle le taise ou le confesse. C'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Ça, c'était, quand ça a été chanté par Brassens, considéré comme une chanson misogyne. Un jour, pour une émission de télé, je l'ai faite chanter par Emmanuel Béard. Et chantée par une jolie femme, c'était devenu une chanson féministe. Donc, tu vois, chez Brassens, il y a toujours quand même un petit... Mais Brassens misogyne, non, à aucun moment. Brel était misogyne, pas Brassens. Alors, cette entrée en matière avec Brassens, c'est pour toi aussi un répertoire qui arrive encore de façon plus proche, j'allais dire encore plus sensuelle, parce que
pendant 3 semaines, je crois, tu l'écoutes tous les soirs. Tu chantes toi, mais aussi tu l'écoutes. Oui, je m'étais fait un côté jardin là-bas. C'était un endroit où personne ne passait parce que Voilà, Bobino était une salle asymétrique. Tout se passait de ce côté-là. Les loges. Ça fait que personne n'entrait jamais de ce côté-là. c'est ça. Donc j'avais repéré ça, je m'étais mis une chaise et je le regardais. Je le regardais de profil tous les soirs. Tous les soirs. J'ai beaucoup appris. Oui. Pourtant, il ne bougeait pas. Mais appris justement quoi? Appris une manière de Après, chanter, une de manière de communiquer avec la salle. Hmm. En faisant absolument confiance au public. Oui, C'est-à-dire qu'il n'exagérait jamais rien. Il avait un petit quart de sourire avant une vanne et les gens étaient fascinés. c'est ça. Donc ils suivaient. Oui. Et je vais peut-être faire une comparaison qui va vous choquer, mais l'été qui a précédé cette première partie de Bobino, je l'ai passé au Portugal parce que j'aimais bien monter à cheval chez un maître portugais qui s'appelait Nuno Oliveira, qui faisait danser les chevaux, mais c'était insensé ce qu'il faisait avec des chevaux et on ne voyait jamais rien bouger. Et quand j'ai vu Brassens, je me suis dit c'est la même chose. Bon. Donc une perfection qui ne se voit pas, dont on ne voit pas le travail qu'il y a derrière. On ne voit pas le travail qu'il y a derrière, mais le travail qu'il y a derrière, c'est le travail qu'il a fait sur les mots. C'est ça. Parce que évidemment, si les gens sont à ce point, ils ont les yeux fixés sur sa bouche, c'est bien que les mots qui en sortent les fascinent, C'est les ça. intéressent. Alors ça, c'est une dimension de Brassens qui est qu'on découvre aussi en te lisant, c'est que c'était un fou de poésie et il fait les bouquinistes, il s'achète en fait des volumes de poésie et c'est comme ça. Au départ, peut-être même il ne veut pas être chanteur. Ah non, mais jusqu'à... c'est dans les lettres à Toussaint, ça... Donc le philosophe Roger Toussaint avec qui il a échangé. Avec qui il a correspondu pendant des années. En 52, quand Grelot et quelques copains le poussent à passer des auditions dans des cabarets, etc., il y va à contre-cœur, il est mauvais, il se fait jeter de partout. Et il écrit à Toussaint que la noblesse, ce serait d'aller chanter ses chansons, ne serait-ce que pour payer des chaussures à la Jeanne. Avec qui il vit et son mari. C'est ça, ce serait ça. Oui. J'ai plus le texte en tête exactement, mais c'est magnifique ce qu'il écrit. Il dit que l'art, ce serait ça. Ce serait ça, oui. Alors, Brassens, dans cette période, ce que tu dis d'ailleurs qui est très touchant, c'est que toi, tu as appris ces chansons, tu les as aimées, mais tu connaissais pas bien la vie de Brassens. Et à un moment donné, tu vas découvrir la vache enragée, ce qu'a été pour Brassens ces années très dures. Je dis pas qu'il crevait de faim, mais c'était pas loin. Si. Et ses amis, justement, comme tu dis, c'était Gibraltar qui te dit pour supporter la charge, chacun l'invitait un soir oui. pour pouvoir. Oui, c'est après sa mort que je me suis intéressé à sa vie finalement. Parce que d'abord, je suis resté beaucoup en contact avec Gibraltar, qui était un mec que j'aimais profondément. C'était son secrétaire, son filtre à emmerde. Moi-même, quand je voulais voir Brassens, j'appelais Gibraltar. Oui. Et puis ils avaient fait le STO ensemble. Alors ils s'étaient rencontrés au STO. Donc le service du travail obligatoire. Où Gibraltar, donc Pierre Antoniante, était bibliothécaire du camp. Quoi. Et ils sont tout de suite mis en relation parce que Brassens était capable d'aller lui prendre 3 bouquins un soir, de les lui rendre le lendemain et d'en prendre 3 autres. Enfin, il bouffait des livres comme c'est pas possible. Et un jour, un matin, à l'usine, où ils étaient voisins de chaîne, Brassens s'aperçoit que Gibraltar n'est pas là.
Donc il va pointer à sa place. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et là, Brassens dit à Gibraltar, tu t'es pas aperçu que quelqu'un avait pointé à ta place. Gibraltar a dit, je pensais qu'il se dénoncerait un jour ou l'autre. Et alors c'était un binôme, c'est-à-dire que si l'un partait en permission, l'autre ne pouvait pas partir tant que l'un n'était pas revenu. Et quand Brassens a eu sa première permission en 1944, je crois, Gibraltar lui a dit « Ne reviens pas, les Allemands vont perdre la guerre. Moi, j'ai pas de famille. » C'est vrai que Gibraltar était orphelin et qu'il n'était pas encore marié. Toi, tu as une carrière à faire. Vas-y, ne reviens pas. C'est Gibraltar qui m'a raconté tout ça. Il a été libéré par les Russes en 1945. L'armée russe, ils pensaient que c'était des collaborateurs, les gens du service du travail obligatoire. Donc ils ont été traités vraiment très très durement. Ils sont restés dans un champ pendant 3 jours sans manger ni boire, avec des hommes armés qui les empêchaient de fuir. Enfin, ça a été terrible. Et puis, ils ont été finalement libérés et Gibraltar a rejoint le ministère des Finances où il était percepteur. C'est ça. Et ce qui a été utile après, lorsque le succès est venu pour Brassens, je pense qu'il l'a aidé à justement bien gérer ses affaires et, comme tu disais tout à l'heure, le protéger de beaucoup de choses. Ah oui, ben c'était au début, les premières fois que Brassens a chanté, il a touché des chèques. Il n'avait jamais vu de chèque. Donc il va voir Gibraltar en lui disant qu'est-ce que c'est. Gibraltar retourne le chèque, lui dit tu signes ici et lui donne l'argent. Ça se faisait à l'époque d'endosser des chèques pour les autres. Et puis 2 fois, 3 fois, et la 4e, Gibraltar lui a ouvert un compte au Trésor public qui est resté sa banque jusqu'à sa mort. C'est rare quand même hein, d'avoir le Trésor public comme banque. Hein. C'est là que j'ai appris que c'était possible. Alors Maxime, on parlait tout à l'heure de Bobino. Ça a été sa salle, ça a été la salle de sa vie, ça, Bobino. Que tu as beaucoup aimé toi aussi, le Bobino avant la démolition. Oui. Ah là là, quelle horreur, quel massacre ils ont fait. Je savais que tu allais dire ça. Quel massacre. Ceci dit, ça a eu quand même une utilité. Oui. Ça nous a permis de sauver l'Olympia. C'est ça. Parce que c'était Jack Lang qui était ministre de la Culture à l'époque. On est allé lui dire ne laissez pas faire ça. Oui, c'est ça. Donc l'Olympia a été démoli et reconstruit à l'identique. Oui. Alors, il y a, dans ton livre, ton récit, il y a des histoires de fidélité très fortes de Brassens. Une sur Europe 1, à propos d'Europe 1, et l'autre à propos de Bobino par rapport à l'Olympia, où Brassens n'a finalement chanté qu'une fois. Il a été fidèle à Bobino. Tu peux nous dire un peu de ces histoires? Déjà, il y a le côté rive droite, rive gauche. C'est une... je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une vision de Parisien que le pognon est rive droite et le talent rive gauche. On dit que la rive gauche pense et que la rive droite dépense. Voilà, c'est une autre manière. C'est un peu ça. C'est un peu ça. L'Olympia est rive droite, Bobino est rive gauche. et près de chez lui. Et en plus, c'était la salle la plus proche de chez lui. C'était une salle merveilleuse parce que 900 places et on pouvait chanter sans micro. Acoustique extraordinaire. Acoustique extraordinaire. Ouais. Bon, la sono était lamentable parce que à l'époque, on n'y faisait pas attention. Et moi, je me souviens, à force de Larsen, un jour, j'ai écarté le micro, j'ai chanté sans micro, et c'était parfait. Et Brassens, d'ailleurs, l'a refait après ça. Il a chanté sans micro une chanson une fois, parce qu'il avait vu que c'était possible. C'était un violoncelle, quoi. Il y a une salle encore à Paris où on peut faire ça, c'est le Trianon. Ah oui. Ouais. Mais alors donc, il va une seule fois à l'Olympia et ça se passe pas bien pour les raisons que tu vas nous dire. Il avait des colites néphrétiques et c'est très douloureux. Et Cocatrix n'a pas voulu annuler. Voilà, donc il souffrait le martyre et on devait lui faire une piqûre avant d'entrer en scène. On lui faisait des piqûres et je pense qu'il a gardé vis-à-vis de l'Olympia et peut-être vis-à-vis de Cocatrix
des mauvais souvenirs. C'est ça. Et donc, finalement, quand il chantait à Paris, ça a été Bobino. Il a chanté une fois à Chaillot, Ah oui. en 66, je crois, avec Juliette Gréco en première partie. J'y étais. Ah oui. J'y étais, oui. Alors ça aussi c'est fascinant, on y reviendra aussi tout à l'heure quand on parlera des derniers jours de Georges Brassens, mais euh, il y a Brassens et Bobino, mais il y a Bobino et Maxime, parce que pour toi c'était grand début en 72, et le jour où tu apprends la mort de Georges Brassens, tu es à Bobino. Mais j'ai beaucoup chanté à Bobino après. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Je me souviens même qu'en 83, oui, en 83, j'étais engagé pour chanter 3 semaines à Bobino, et c'était une période où j'étais fou de musique électronique, d'ordinateur. C'était de musique programmée, ça commençait, quoi. Donc, et aux premières répétitions, rien ne marchait parce que Bobino était encore en 110 volts. 110 volts, ah oui, en effet. On a dû faire venir un générateur pour avoir du 220. Ah oui, c'est fou. Et alors, Brassens est venu t'écouter. Oui, il est venu m'écouter à l'Olympia, il est venu m'écouter au Palais des Congrès, à chaque fois accompagné de Lino Ventura, qui faisait 10 cm de moins que lui, mais avec la gueule qu'il faisait, oui. On a l'impression que c'était lui le garde du corps. Et c'était très, très bizarre, quoi. Ça te fait, justement, quand tu te sentais, j'imagine que le trac existe toujours pour un artiste comme toi. Oui, et là, c'était quelque chose qui t'impressionnait de savoir que Brassens était dans la salle? Oui. Ah ouais. Ah ouais, bien sûr. Et tu as chanté des chansons de lui, devant lui? Eh bien que je te pose une question que je t'avais encore pas posée, parce que... Je serais incapable de te répondre. Je serais incapable de te répondre. En tout cas, on va venir aux chansons que tu as chantées de lui sans qu'il soit là, mais tu nous l'as fait revivre à ta manière. Oui. Alors, tu parles de Lino Ventura. Moi, j'ai en tête ce grand échiquier. Oui. Spécialement Lino Ventura, réservé à Lino Ventura. Et tu es là, Brassens est là. Et à un moment donné, Lino a une demande inattendue pour une chanson que vous n'avez pas préparée pour ce soir-là, qui est Les Passantes. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est toujours très désagréable de se retrouver à la télé en direct à faire quelque chose qui n'était pas prévu. Et puis, bon, moi je savais que Brassens avait quelquefois des problèmes de mémoire. Non, c'est pas à cause d'Alzheimer, mais parce qu'il avait tellement de chansons dans la tête que... Oui, et puis qu'il révisait tout le temps, comme tu dis. Qu'il révisait, voilà, oui, c'est ça. Donc je comprends que Brassens ne va peut-être pas aller au bout de la chanson. J'avais heureusement pris la Bible. Voilà, moi j'ai revu les images, et on voit, et tu feuillettes et tu regardes. Je feuillette pour trouver le texte des Passantes pour éventuellement venir à son secours. C'est un très beau moment de télévision. Il commence la chanson avant que j'ai trouvé. Oui, il y a un peu de fébrilité. Hein, il y a un peu de fébrilité. C'était insensé. Et puis, à un moment, je sens qu'il hésite, et comme je la savais par cœur, moi, de toute façon, et je prends la suite, et ça fait un petit duo. Et tu lui joues un petit tour, c'est-à-dire que dans Les Passantes, il avait coupé il avait coupé deux couplets, oui. Et le premier, je crois que tu vas chanter, c'est un de ceux qu'il avait coupé. Oui, la fine et souple valseuse qui vous semble triste et nerveuse, mais c'est lui qui me l'avait donné, ce couplet-là, quand j'étais chez lui, il m'avait parlé de ce couplet qu'il avait coupé. Il dit pourquoi? La chanson était trop longue. Et en fait, en 72, le mot valseuse avait deux sens. Oui. Hein,
Bertrand Blier était passé par là. Voilà. Hein. Mais alors, c'est drôle parce que quand on regarde, je vous invite à regarder ces images notamment parce qu'elles sont très, très belles, sont très émouvantes. C'est effectivement aussi la surprise du direct et la magie du direct, c'est que on voit un petit sourire de Brassens quand il t'entend chanter le premier couplet, tu lui remets ce couplet qu'il avait coupé. En fait, Oui, oui, hein. oui. Moi, il y a une chose qui me fait très très mal, c'est le bordel qu'il y a derrière. Voilà. Alors donc le bordel, tu veux dire tes musiciens. Tout le monde joue de la guitare. Patrice Caratini. Non, non, Caratini, c'est magnifique ce qu'il fait. Mais il y a Favreau, il y a moi, il y a le Douarin, Ah oui, le doigt. il y a 4 ou 5 guitares qui font tous un peu, voilà. Donc moi j'arrête de jouer à un moment parce que ça me blessait l'oreille. Oui. Mais il reste quand même, je sais pas, il faudrait remixer. Alors, tu disais tout à l'heure, à l'instant, Brassens avait quelquefois des problèmes de mémoire. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe le jour où le patron de Bobino veut lui souhaiter son anniversaire? Ah oui, ben j'étais en première partie, mais le patron de Bobino, il avait à peu près mon âge, enfin il y avait quelques années de plus, Gilles Vitry. Et il dit, il faut que je souhaite l'anniversaire de Brassens, je ne sais pas quoi lui offrir. Alors bon, je vais voir Brassens dans sa loge. Je lui dis, le taulier veut te faire un cadeau pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux? Et il me dit, dis-lui qu'il me donne un trou du souffleur. Alors, bon, je vais rapporter ça à Gilles Vitry. Et donc, effectivement, le lundi d'après, il y avait, bon, Bobino, il y avait une scène, et puis il y avait un truc en pente, comme ça, parce que dessous, il y avait la fosse d'orchestre. Comme avant, les orchestres étaient devant la scène, un peu en contrebas, mais qu'ils avaient recouvert de bois. Donc, des scies sauteuses ont découpé un carré là-dedans. On a mis une chaise. Sur la chaise, on a mis Gibraltar. Et Gibraltar avait des grands panneaux, comme ça, où il y avait les textes des chansons. Ce qui fait que Brassens n'a plus jamais eu de trou de mémoire et que Gibraltar a cessé de faire la sono, ce qui était plutôt une bonne chose. C'est ça. Alors, on avait fait un reportage avec toi, Maxime, chez toi. Tu nous avais gentiment reçus et vous découvrirez aussi un grand entretien avec Maxime et sur Brassens. Et il y a une photo que nous avons prise de ce pense-bête, quoi, pour combler les trous de mémoire d'une chanson écrite en grand. Oui, j'en ai deux. Voilà. J'ai le gorille et j'ai la prière. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, on ne peut pas ne pas parler, parce que ça a été un événement considérable, qui a duré 4 ans au total, je crois, de tournée, d'enregistrement finalement de ce qui a été l'intégrale de Georges Brassens par Maxime Le Forestier. Et j'aimerais bien que tu nous dises comment tout ça est né, comment d'une certaine manière tu as, comme tu le dis dans l'entretien qu'on avait fait ensemble, tu t'es senti comme une dette envers Brassens et tu avais envie, à un moment donné, de lui offrir ça et de nous offrir ça par la même occasion, sachant, et ça c'est très important aussi, tu avais en tête que compte tenu de la main, des doigts, du doigté, il fallait l'enregistrer avant un certain moment, avant d'avoir des rhumatismes ou de l'arthrose ou quelque chose qui t'aurait empêché de jouer un certain nombre de ces chansons. Ah. C'est au début des années 90, si je me souviens bien, j'étais à l'Olympia, j'invitais toujours Gibraltar et Sophie Duvernois, la dame qui tenait la maison de Brassens, à mes concerts quand je passais à Paris. Gibraltar arrive dans ma loge avec le gros bouquin. La fameuse Bible. La fameuse Bible. Et il me dit, voilà, on a vendu l'édition, je prends ma retraite. Il y a là-dedans tout ce que Georges souhaitait voir lui survivre. Donc je le remercie. Et puis je vais chanter. Puis le lendemain, je regarde quand même. Et il y avait, bon, je connaissais la plupart des chansons qui étaient dans ce livre. Mais à la fin, il y en avait un certain nombre que je ne connaissais pas. C'était les chansons dites de Bertola, que j'avais jamais écoutées parce que
ça me faisait du chagrin. Et donc je commence. Alors il y avait là-dedans la maîtresse d'école, il y avait l'orphelin, il y avait Tant qu'il y a des Pyrénées, il y avait Honte à qui peut chanter, il y avait La file indienne, il y avait aussi des chansons qu'il avait écrites, une chanson qui s'appelle Les Myosotis qu'il avait écrite pour Sacha Distel, je ne savais pas moi, tout ça. Et donc j'étais en tournée. Tu sais, en tournée, entre la fin de la répétition et le début du spectacle, il y a toujours 1 heure ou 2 qui sont très dangereuses. Oui. Parce qu'on peut faire n'importe quoi Oui. pour conjurer le trac. Donc je travaillais ces chansons, je les déchiffrais. Sauf que là, par rapport à ce qui s'était passé quand j'avais 14 ans, là je savais jouer. Grande différence. Je ne me servais pas des chansons pour apprendre la guitare, Bien sûr. je me servais de la guitare Oui. pour jouer les chansons. Et ça a commencé comme ça. Puis je commençais à les chanter à des potes. Et puis c'est devenu un projet, évidemment. Donc, sitôt fini la tournée, j'ai embarqué l'ingénieur du son, qui était François Maz, dans ma maison du Loir-et-Cher. Oui. Et là, on a enregistré 12 chansons. Et c'est sorti un disque qui s'appelle 12 nouvelles de Brassens. Je ne souhaitais pas faire de promotion sur cette histoire parce que je sais pas. Je pense que Brassens, faut laisser les gens venir à lui. Il faut pas les bassiner avec des émissions de télé, quoi. Donc je dis à la maison de disques, écoutez, le disque il a coûté que dalle. Donc vous n'avez pas d'impératif de vente. Prenons une petite salle à Paris pendant 2 semaines. Vous ferez venir les journalistes, on va en parler dans la presse, et puis après, moi, je passe à autre chose. Donc, on prend le Sentier des Halles, fait 120 places, je crois. On en a mis jusqu'à 180, quand même. Heureusement que les flics ne sont pas passés. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et j'ai fait 2 semaines là. Alors, il y avait des petits détails quand même marrants. C'est que j'ai tenu à chanter sans micro pour faire entendre à mes enfants le son que c'était quand on n'avait pas de micro. Parce que ça change tout. Hein. Ça change tout. D'abord, tu as une qualité de silence dans la salle qui est absolument magnifique. Et puis, ça nous replonge dans une certaine forme de vérité. Donc, je fais 2 semaines là. Mais il n'y a pas que des journalistes qui sont venus. Hein. Il y a aussi des directeurs de salle, il y a aussi des... Et comme le spectacle n'était pas cher, finalement j'étais tout seul avec un ingénieur du son. C'est ça. Vous pouvez aller partout. Je pouvais aller partout. Bon, parce que l'ingénieur du son n'était pas là au Sentier des Halles, mais après, il fallait quand même... On ne pouvait pas faire ça partout. Et donc ça a démarré une tournée qui a duré 2 ans. Voilà. 15 jours sont devenus 2 ans. 2 ans dans 20 pays. J'ai fait le tour de l'Afrique. Et je me suis arrêté de fatigue avant d'aller en Amérique du Sud. C'est ça. Ouais. C'est ça. J'ai fait un peu d'Amérique du Nord. J'ai été chanté à New York. J'ai été chanté à Toronto, à Ottawa, à Saint-Domingue. Et il y a eu Londres aussi qui a été un beau souvenir. Ah, Londres, c'était magnifique. Parce que mon père vivait à Londres. Mon père était moitié anglais. Il était né à Londres, de parents français. Et j'avais dit à la fille qui organisait la tournée, si tu pouvais me faire passer à Londres à un moment, ça ferait plaisir à mon père. Alors bon, elle appelle l'Alliance française à Londres, qui saute sur le coup, évidemment. Et dans la semaine, elle reçoit un coup de fil furibard de gens de Real World, qui est la boîte de Peter Gabriel. C'est un peu, pour te donner une idée, les Inrecuptibles d'ici, quoi. C'est hyper snob. Alors, ouais, si tu veux que personne en parle, tu passes par l'Alliance française, nous on est preneurs et tout ça. Bon, mais elle dit, mais attendez, je ne savais pas que ça pouvait vous intéresser, ça. Et ils disent, mais si, c'est du dernier snob, Brassens.
Bon. Donc, elle finit par signer avec Real World. Et ils m'ont rempli une salle de 800 places d'anglais. C'est ça. D'anglais francophiles et francophones. Oui. Et je pense que c'est le meilleur public que j'ai jamais eu de ma vie. Malheureusement, mon père était mort entre-temps. Ah, oui. Voilà. Oui, il n'a pas pu... il n'a pas pu voir ça. Non. Mais enfin, tu étais allé à Londres. J'étais allé à Londres. C'était ça le signe. Alors, pourquoi c'était... Alors, on va continuer. Au départ, donc tu dis, tu enregistres 12 chansons, mais au fur et à mesure, tu vas constituer, non pas une Bible, mais ton fameux cahier, ton fameux premier cahier. Oui, c'est la veille de l'avant-première du Sentier des Halles. Je me dis, bon, j'ai les 12 nouvelles, ça c'est sûr, mais on ne fait pas un tour de chant avec 12 chansons. Voilà. Donc il faut que j'en mette d'autres. Et je passe la nuit à chercher et j'arrive pas à choisir. Oui, tu cherches un ordre et tu ne trouves pas. Alors au bout de la nuit, quand même, je me dis, bon, on va assurer les choses. Je vais mettre dans un cahier toutes les chansons qui ne me posent aucun problème. Ni de mémoire, ni de doigté, ni de rien. Allons-y, j'en mets 48. Quand même. Oui. Que je numérote de 1 à 48 en me disant, bon, demain, je ferai le programme promis. Le lendemain, j'arrive, c'était, je me souviens plus où, c'était dans une petite salle en banlieue. Je vais peut-être retrouver, mais vas-y. Tu vas retrouver. Je vais retrouver parce qu'il me semble que tu me l'as dit une fois. Oui, oui. Mais toi, tu te souviens de tout. Non, façon. non. T'es mais journaliste, tu notes. Oui, c'est ça. Je suis hypermnésique pour les choses qui m'intéressent. Voilà. Alors voilà, il t'a offert ça. Voilà. C'était ta trappe au grenier à sel. Voilà, grenier à sel de trappe. On est sauvés. Oui, on a besoin des journalistes. Et donc j'arrive, je fais un test de son, tout va bien. Et je me rentre dans ma loge en me disant, maintenant je le fais l'ordre, mais c'était 2 heures avant d'entrer en scène. Et j'y arrive pas. Donc je rentre en scène avec ma guitare dans une main, mon cahier dans l'autre. Je mets le cahier sur un pupitre qui avait été prévu pour ça. J'ouvre au hasard et je tombe sur, je crois que c'était la numéro 9. Oui. Qui était, en tout cas, c'est ce que tu m'as dit là. Ouais. Alors, qui était le temps de faire rien à l'affaire, je crois. Oui. Ou le pluriel, l'un des deux. Parce que ça a été mes 2 chansons d'entrée. Et je dis aux gens, voilà, c'est pas un concert, c'est une soirée Brassens. Les soirées Brassens, c'est au hasard. Là, je viens d'ouvrir, c'est le numéro 9. Est-ce que quelqu'un a un numéro dans la salle? Et c'est parti tout de suite. Voilà. À la 22. Ça, c'est quand même extraordinaire. À chaque fois que j'entends cette histoire dans ta bouche, je suis quand même fasciné parce que c'est une performance en fait. Même si mais toi, je m'en rendais pas compte. Ouais. Je m'en rendais pas compte. Pour moi, c'était incroyable. Ouais, je dis pas au hasard Balthazar, mais on aurait pu dire au hasard Gibraltar d'ailleurs. Mais c'est vrai que Gibraltar, voilà. Après, il m'a dit, il est venu au Sentier des Halles. Et après, il m'a dit, mais quand je pense au temps que Georges passait pour faire son ordre, alors qu'il aurait bien pu faire comme toi. C'est ça. Alors donc ça dure 2 ans. Est-ce que tu pourrais revenir juste qu'on comprenne pourquoi c'était si difficile pour la main de jouer du Brassens? Et lui-même, d'ailleurs, avait fait une entaille dans le manche de sa guitare. Oui, à la 5e case. Pour trouver son accord de La sans avoir à regarder. Non, c'est extrêmement sportif, en fait. D'abord, parce que c'est pas simple à jouer, et ensuite parce que tu es tout seul. Ouais. Tu es tout seul. Donc, une planterie, personne ne va te rattraper. C'est ça. Et pour la concentration, pour tout ça, c'est difficile. Là, le concert de mardi, je le fais pas. Je le fais pas avec ma guitare. Avec ta guitare. Ah ouais, ouais. J'ai engagé des musiciens. C'est ça. Parce que pour écrire ça, j'ai réécouté un peu des éléments de l'intégrale. Et
je me suis surpris à me féliciter quand même. J'ai pas l'habitude de me féliciter, mais là, et je me suis dit, je ferais forcément moins bien. Oui. Donc essayons de faire mieux en prenant En prenant des des musiciens. bons musiciens et en essayant de relire. Moi, ça, c'est là, je sors des répétitions, je peux vous dire qu'il y a du lourd. On dira tout à l'heure à la fin ce qui va se passer après dans tes concerts qui viennent, les dates qui arrivent. Donc il y a cette première vague qui va durer 2 ans, une interruption, mais c'est pas fini. Tu vas recommencer. Une interruption. Et il y aura un deuxième cahier. Une interruption dans laquelle je fais un album, une tournée et une comédie musicale sur Spartacus avec Elie Chouraki qui se plante. Comme ça peut arriver dans ce Comme métier. ça peut arriver. Et moi, j'avais bossé plus d'1 an là-dessus. J'avais écrit toutes les chansons, j'avais travaillé avec les chanteurs, les danseurs et tout ça. Je m'étais beaucoup investi. Et quand ça s'est arrêté, j'ai déprimé, quoi. Je suis parti avec Crapou, un guitariste, à l'île de Ré. Je me souviens, je suis resté une semaine. Et je me suis dit, il faut que je revienne à mes fondamentaux. Je me suis évadé vers des trucs énormes. Ouais. Il faut que je revienne à mes fondamentaux. Je n'ai pas fini l'intégrale Brassens. J'en avais enregistré que 84. Je vais m'attacher à finir cette intégrale. C'est ça. Et là, j'ai commencé à travailler. Alors, ça a commencé par une tendinite. Voilà, c'est ça. C'est parce que tu n'avais pas pris la bonne position pour travailler. J'étais sur un canapé, j'avais le bouquin ici, et moi comme ça. Ah oui. Voilà. Et là... Et là, ça a commencé à tirer parce que je me suis pas aperçu que c'était 5 heures par jour. Donc quand je suis arrivé à Herbalong en Corse pour faire le premier concert, je ne pouvais plus tenir mon bras gauche. Ils m'ont fait une piqûre, ça s'est passé très bien. Et ça, ça rappelle ce que tu dis, parce que piqûre avant rentrer en scène, c'était comme une sorte de citation malheureuse de Georges Brassens quand on lui faisait ses piqûres avant, quand il avait ses crises de colique. Oui. Enfin, mauvaise citation quand même. Bien sûr, tu aurais bien aimé éviter ça, oui. Mais il n'empêche que là, c'est reparti. Et là, c'est reparti pour 2 ans. Pour 2 ans, voilà, c'est ça. C'est reparti pour 2 ans, mais là, on a fait le contraire. C'est-à-dire, dans le premier cahier, on avait enregistré les derniers concerts. C'est ça. Et là, pour le deuxième cahier, on a pris 6 semaines à l'Européen, Place Clichy. C'est ça. Et on a enregistré le deuxième cahier en 6 semaines. Et après, on est parti et j'avais mon intégrale. Voilà. Et qu'évidemment, je vous recommande aussi parce que ce qui est formidable dans cette intégrale, c'est que d'abord, on découvre aussi des chansons. Il y a toutes celles connues. Il y a la manière, il y a Brassens et il y a toi. Il y a la voix. Il y a la voix de Maxime. Cette manière de chanter à toi sur un texte qui était à lui. Et d'une certaine manière, je me souviens, je te l'avais envoyé il y a quelques temps, j'avais écrit à l'époque une chronique dans Le Monde qui s'appelait Maxime Brassens. Et peut-être moi aussi, je cherchais un titre et finalement, je m'étais dit le meilleur titre possible pour cette chronique, c'était de rapprocher et ton prénom d'artiste et puis et le nom de Brassens. Alors, dans cette aventure Brassens, à un moment donné dans ton livre, tu parles justement de qu'est-ce que c'est qu'une légende. Est-ce que c'est avoir des écoles à son nom? Est-ce que c'est avoir des rues ou des avenues? Et toi, tu réponds pas ça. Et tu pourrais nous parler de ta réponse parce que je la trouve très poétique. Tu parles du petit air, tu te souviens? Oui, oui. Oui, je m'étais, à la demande d'un de nos amis communs qui s'appelle Alain Moreau, il m'avait demandé de réfléchir à la mort dans la chanson. Alors j'avais écouté évidemment toutes les grandes chansons réalistes où il y a Bert Silva, etc.
etc. Il y a un mort minimum par chanson. Je m'étais aperçu que chez Brassens, la mort était très souvent féminine. Il y a souvent, soit c'est la veuve, soit c'est la mort elle-même qui retrousse un peu plus haut qu'il n'est descend son suaire, soit c'est une ondine qui vient gentiment sommeiller sur sa tombe. Enfin, il y a toujours une femme chez Brassens. Chez Trenet, il ressuscite. Il y a des elfes qui viennent le voir et il ressuscite. Chez Brel, il meurt pour emmerder les vivants. Chez Ferré, la mort est épouvantable. Ne chantez pas la mort, c'est un sujet morbide, etc. Et je m'étais dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait sur la mort? Rien. J'avais pas fait grand-chose. Hein. Si, j'avais fait la visite, mais... Oui, on en parlera de la visite, parce que c'est une très très belle chanson. Mais j'avais jamais réfléchi à ça. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui est le plus solide après nous? Ça ne peut pas être une tombe, ça ne peut pas être une statue, ça ne peut pas être quelque chose de solide précisément, alors qu'un petit air qui se balade de lèvre en lèvre, ça reste. C'est, vous savez, l'âme des poètes de Trenet, c'est ça, quoi. Donc j'ai écrit le petit air. Voilà. Qui est une chanson magnifique. Et effectivement, je trouve, quand je te disais, c'est une réponse très poétique, parce que les statues, on les déboulonne. Les tombes, elles peuvent être ensevelies, elles peuvent être fracassées. Et puis ce petit air, ça me rappelle les chanteurs brésiliens, je sais que tu es attaché à ce pays, de la bossa nova, et qui disaient on n'arrête pas une chanson. Pendant la dictature des militaires au Brésil, ils disaient on fait des chansons parce qu'on n'arrête pas une chanson. Ouais. Voilà. Et même Chico Buarque, qui avait un certain nombre de chansons qui étaient interdites, bien sûr, il les a chantées par le public. Voilà, le public les chantait. Et ça c'est magnifique. Alors, effectivement, tu disais, tu as cité cette chanson, la visite. Alors, on connaît bien sûr la chanson de Brassens, de la supplique pour être enterré sur la plage de Sète. Et toi, un jour, tu fais un petit périple automobile qui t'amène vers Bordeaux, mais en partant du sud-est, et tu vas t'arrêter à Sète. Absolument, oui, je me souviens. J'étais en voiture, j'avais mon fils Philippe qui devait avoir... il est né en 81, il devait avoir 3 ans, 3-4 ans. Je faisais chier grave, évidemment. Dans la voiture avec son père. Dans la voiture avec son père. Et je me dis, je vais l'emmener sur une plage. Tu parles. 7. C'était écrit. Mais ça, c'est vraiment... J'aurais voulu le faire, je ne l'aurais pas fait. C'est des sortes de hasard exagéré au Eddie Freud. Voilà, hasard exagéré, c'est une très jolie phrase. Et donc on s'arrête à 7. Je lui explique que c'est pas n'importe quelle ville. Donc je vais d'abord au cimetière marin de Paul Valéry. Là, il y a 2 femmes qui entretiennent les tombes. Je leur dis, où est la tombe de Georges Brassens? Ah non, le chanteur est en bas, ici c'est le poète. Bon, donc je fais demi-tour, j'arrive au cimetière du Puy, bon, pas longtemps, après on va sur la plage avec Philippe et on va se baigner, et puis je reprends la route pour Bordeaux, et là, la musique de la supplique dans la tête, et j'ai refait un texte, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai refait un texte que j'ai écrit en arrivant à Bordeaux. À Bordeaux, voilà. La chanson était dans ta tête. La chanson était entièrement dans ma tête, avec 2 couplets de plus, si je me souviens bien. Mais j'avais tellement la musique de la supplique dans la tête que j'étais incapable de trouver une autre musique. Et quelques mois plus tard, Joël Favreau, qui était le dernier guitariste de Brassens, passe chez moi, il voit le texte traîner et il me dit, je peux essayer? Je dis, je t'en prie. Et il a fait un chef-d'œuvre de c'est pas du plagiat, c'est à la manière d'eux. C'est à la manière d'eux, et puis c'est un hommage magnifique avec le texte de Maxime. Alors moi, c'est vrai que aussi libre qu'on ait vécu, décidément,
on est toujours guetté par un alignement. Oui. Et ça, je trouve, dans tes chansons, en fait, qui sont bien sûr des chansons qui, elles aussi, vont de lèvre en lèvre, on en a tous plein. C'est de la poésie. C'est de la poésie, et Brassens, le poète, a aussi inspiré de la poésie. Ah oui, c'est sûr. Je pouvais pas écrire une chanson sur Brassens avec les pieds. Non, ça n'aurait pas été Hein, correct. ça aurait pas été Il correct. t'aurait retraité de petit con. Ah non, là, je pense que ça aurait été pire que ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent, Maxime? Parce qu'aujourd'hui, comme l'a fait remarquer Madame tout à l'heure, mais il n'a pas sa guitare. Donc, on comprend que tu n'auras pas ta guitare, que tu t'es entouré de musiciens. Et là, donc, tu commences avec la fin, en tout cas la possibilité de se réunir comme on est cet après-midi. Tu recommences une tournée. Oui, enfin, en fait, je termine une tournée que j'avais commencée avant le confinement. Une tournée où je chante mon dernier album et quelques vieilles chansons, et quelques chansons d'entre les deux, euh, avec 3 guitaristes. Donc il y a Manu Galvin, qui est un spécialiste du blues, un type qui avait fait un groupe de légende avec l'harmoniciste Jean-Jacques Milteau. Il y a des connaisseurs dans la salle. Oui. Mon fils, Arthur, et son meilleur pote, qui est Bruno Guglielmi, qui est bon guitariste et qui aussi chante très bien. Il fait des chœurs. Donc Arthur, Bruno et Manu, ça fait 3 voix qui sont tout à fait intéressantes. Un percussionniste que m'a présenté Caratini il y a des années, qui s'appelle Sébastien Quesada, qui est le fils d'un des Quilapayún. Ah oui. Le fils Oui, de oui. Carlos Quesada, qui est arrivé en France à 18 mois, exfiltré du Chili, où son père était condamné à mort, et qui a été élevé à Colombes. Mais les Quilapayún, c'était des universitaires, tous. Ah oui, c'est ça. Ouais. Donc Carlos Quesada, quand il a vu que son fils voulait faire de la musique, lui a dit: tu seras pris de conservatoire ou tu n'es plus mon fils. Donc il a fait conservatoire de percussion, machin, xylophone, vibraphone, tout ça. Mais dès qu'il a eu la possibilité de prendre le métro tout seul, tout ce qui chantait en espagnol ou en yoruba était son ami. Donc maintenant, il a au conservatoire de Gennevilliers une classe de vaudou. Ah oui. De tambour bata. Tu sais, les tambours à deux, C'est ça. à 2 pots. Alors, il y a 3 tambours pour une cérémonie vaudou, donc il y a 6 notes. Ouais. Et il a fait tout un travail étonnant là-dessus. Il a identifié 250 thèmes. C'est-à-dire que quand j'entends notre ami Luc Ferry dire que l'orchestre symphonique, c'est quand même mieux que des tam-tams, je me marre. Tu vois ? Oui. Je me marre. Avec un peu de tristesse, Oui. quand même. Mais donc, alors il enseigne ça. Il a des élèves du monde entier, maintenant. Il a un élève brésilien. Je suis allé à sa classe, c'est vraiment très, très étonnant. Du coup, il a appris le yoruba. Parce que évidemment c'est toute une philosophie, cette musique, donc il y a ça. Et puis il y a un contrebassiste qui est lui un pur produit du Conservatoire de Paris, classique à mort, tu vois. Mais alors les classiques, ils ont un son. C'est ça. Ils ont travaillé comme des bêtes pour avoir le son, et donc ça fait un mélange que j'aime bien. Bon, vous voyez qu'on a encore plein d'envie et on a encore envie de t'écouter, et aussi avec ces musiciens. Alors, ça va commencer là, les premières dates arrivent. Non, mais on a commencé avant le confinement. Oui, après, donc tu finis, effectivement. pendant tous les mois, je recevais de la production un mail avec annule et remplace le précédent, ce qui fait que j'ouvrais même plus. Et puis là, oui, j'ai 1 ou 2 concerts par semaine.
À mon âge, je peux pas faire plus. Hein. Mais... On est sûr que si, et longtemps. Donc, il va y avoir bientôt à Paris. À Paris, hein. le 1er décembre, la salle Playel. Voilà. Ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien cette salle. Ouais. Et puis, ça va durer jusqu'à fin août. Ouais. Plein d'occasions donc d'écouter Maxime Le Forestier. Mille merci, Maxime, pour cette conversation passionnante. Merci beaucoup. Donc je rappelle, Maxime va retourner bien sûr à la foire, à son stand pour dédicacer Brassens et moi. Et puis vous pouvez aussi trouver sur le stand du 1 et de Légende, le Légende Brassens, où vous retrouverez Maxime Le Forestier et vous aurez encore l'écho de sa voix et de ce qu'il nous a dit de façon si passionnante et passionnée. Merci Maxime. Merci Eric.